Bonsoir à tous et à toutes. C'est un véritable plaisir pour moi de vous présenter Madame Micaela Rossi, professeure à l'Université de Gênes en Italie. Alors, ses travaux portent sur la langue et la linguistique du français, avec un point focal particulièrement fort, auquel elle doit sa reconnaissance internationale, c'est-à-dire le rôle structurant de la métaphore dans les discours spécialisés et techniques. Chez Micaela Rossi, la métaphore n'est jamais un simple ornement, mais un véritable dispositif cognitif capable de modéliser le réel. Alors, vous le savez, la lecture de son ouvrage en 2012, In rure alieno, métaphores et termes nomades dans les langues de spécialité, a été pour moi une véritable révélation. C'est un livre qui a vraiment ouvert mon regard sur ces questions, au point de susciter le désir d'inviter son auteur à intervenir ici auprès de vous. Je dis vous le savez parce que j'ai eu l'occasion de citer cet ouvrage plusieurs fois lors de mes cours. Alors, cette perspective qu'on trouve dans le livre de 2012 se déploie avec force également dans des recherches plus récentes, notamment dans un livre qui s'appelle La recherche des choses, qui est paru en 2023. Et je tiens à souligner un article, je pense de 2025 peut-être, le pouvoir modélisateur de la langue, néologie métaphorique dans le discours autour du changement climatique, où Madame Rossi montre comment les innovations lexicales contribuent à rendre pensable, partageable la complexité de la crise climatique. Son travail, en général, nous rappelle, avec une grande exigence théorique, que comprendre les langages, c'est aussi comprendre la manière dont nous construisons le monde. Et c'est pourquoi, avec grand plaisir, je la remercie et je lui cède maintenant la parole. Merci. Vous m'entendez? Même au fond. D'accord. Merci d'abord pour cette invitation et merci aussi pour cette présentation très élogieuse qui a généré des attentes dans le public que j'essaierai de satisfaire. Alors d'abord, quelques mots par rapport à ce titre. Cet après-midi, nous allons nous occuper de la vie de la métaphore dans le discours de spécialité. C'est un peu ma spécialité, c'est-à-dire que je m'occupe de la présence, de la création et de la dynamique discursive qui intéresse les métaphores dans les langues de spécialité. Vous êtes un peu des spécialistes aussi, puisque vous étudiez les métaphores dans la langue du doigt. Donc, vous avez déjà un peu connu les mécanismes que l'on va voir cet après-midi ensemble. Aujourd'hui, j'ai décidé aussi de privilégier une approche qui est une approche diachronique. Justement, puisque vous étudiez des textes en diachronie et que cela vous intéresse de savoir comment on arrive à penser le droit d'une certaine façon sur la base des métaphores qu'on a élaborées auparavant, je vais reparcourir un peu l'histoire de ces métaphores dans les langues des spécialités dans une perspective historique. Donc, comment comprendre la façon dont nous conceptualisons les concepts spécialisés sur la base de leur histoire, de l'histoire de ces métaphores. Juste un petit mot par rapport à l'image. Vous êtes peut-être interrogé par rapport à cette image de cette première diapositive. En fait, c'est le logo de ce centre de recherche interuniversitaire italien, et pas qu'italien, qui s'appelle Centre interuniversitaire de recherche sur les métaphores. Notre logo est en mouton noir. Il y a plusieurs moutons évidemment blancs. Et ensuite, il y a un mouton noir. Et bien, pourquoi un mouton noir pour exprimer la métaphore? Parce que la métaphore, elle représente un peu un élément étranger, une violation de notre ontologie naturelle, que vous allez voir dans quelques semaines avec notre collègue Marco Fasciolo qui est là cet après-midi. C'est un élément incongru, c'est un élément étranger, c'est un élément incohérent qui nous défie en quelque sorte, qui nous oblige à repenser notre vision du monde. Donc voilà, c'est à partir de ce petit mouton noir que nous allons commencer notre réflexion cet après-midi. Alors, juste quelques lignes générales par rapport à cet exposé. En premier lieu,
Je vais prendre quelques minutes pour retracer l'histoire de la métaphore dans les sciences et notamment ce que l'on pourrait appeler le statut controverse de la métaphore dans les sciences. Ce n'est pas si simple de parler de métaphore dans les sciences. On commence à parler de métaphore dans les sciences à un certain moment de l'histoire et on va voir pourquoi. Ensuite, comment on peut définir la métaphore dans les discours scientifiques et techniques. Je m'occupe de sciences, normalement, et de discours experts au sens large. Donc vous allez voir des exemples qui proviennent des sciences dures, la physique, la chimie, etc., mais aussi des langages techniques. Donc vous allez voir des exemples très divers. Donc je vais dresser d'abord une petite typologie des métaphores dans le discours scientifique et technique. Je vais ensuite reprendre une distinction importante entre la fonction pédagogique ou explicative de la métaphore et la fonction de la métaphore lorsqu'elle constitue un concept, lorsqu'elle a une dénomination précise d'un concept dans une théorie scientifique, ce qui va nous amener à parler de pouvoir modélisateur de la métaphore. La métaphore est une sorte de catalyseur d'expérience et elle oriente, vous l'avez dit, vous l'avez vu avec Dario Mantovani tout à l'heure, vous avez vu que la métaphore peut orienter notre vision des concepts. Alors cela semble une évidence, mais dans les sciences, ce n'est pas du tout évident. Comment on conceptualise les concepts scientifiques est très étroitement lié à notre vision du monde, à l'idéologie qui sous-tend notre vision du monde. Donc nous allons ensuite parler aussi des effets de cadrage que la métaphore peut produire par rapport aussi à la culture d'appartenance. Les métaphores techniques et scientifiques ne sont pas les mêmes dans toutes les langues. Il y a des différences. Et ces différences marquent des différences qui sont des différences culturelles. On va enfin voir comment on valide et on accepte une métaphore dans un domaine scientifique et technique. Et en cela, nous allons voir une différence par rapport à la métaphore poétique. La métaphore poétique est une métaphore libre, c'est-à-dire que son auteur peut créer librement sa métaphore, et la métaphore, elle est librement interprétée par les destinataires du message. Alors que dans les sciences et techniques, la métaphore doit être validée par la communauté d'appartenance. Il faut une validation. Je vais ensuite vous présenter quelques exemples dans le domaine de la philosophie politique et puis ensuite dans le langage du droit. Et je vais concentrer mon attention sur le fait que la métaphore scientifique a un cycle de vie. Donc on peut parler d'un cycle de vie de la métaphore scientifique et on peut analyser dans ce cycle de vie comment on arrive à des concepts qui sont désormais complètement lexicalisés, des métaphores qui sont désormais perçus comme des termes à part entière, un peu comme les termes que vous avez analysés dans le cours qui m'a précédé. Donc, je vais vous présenter 3 cas d'études dans le langage du droit pour vous montrer qu'il y a un continuum possible entre la créativité et la convention. Alors, premier volet, pourquoi s'occuper de métaphores dans les sciences et pourquoi ce thème constitue un thème controversé. Alors, je vous présente 3 citations à l'écran. Je vous laisse le temps de lire la première, la deuxième et la troisième. All the artificial and figurative applications of the words eloquence has invented are for nothing else but to insinuate wrong ideas, move the passions, and thereby mislead the judgment. Locke, dans son essai concerning the human understanding, nous sommes au XVIIe siècle, au moment de la révolution scientifique. On voit bien que, à partir du début de la révolution scientifique, on commence à se méfier des métaphores dans les sciences. Bon, les métaphores, elles ont toujours été utilisées dans les sciences. C'est un ressort très puissant de création et aussi d'explication scientifique. Mais à partir du XVIIe siècle, la révolution scientifique instaure en quelque sorte une opposition entre la métaphore et le langage scientifique. Le langage scientifique se veut précis, se veut univoque. Le langage scientifique doit dire le vrai. Et donc, il faut éviter les images. Pourquoi ? Parce que les images peuvent être ambiguës. Et on peut manipuler aussi les esprits par les images. Donc, il faut éviter la métaphore. Donc, vous voyez qu'à partir du XVIIe siècle, la métaphore est graduellement, je dirais, proscrite du langage scientifique. Nous sommes au XXe siècle et Bachelard reprend le même concept dans la citation que vous avez à l'écran. Une science qui accepte les images est plus que tout autre victime des métaphores. Aussi, l'esprit scientifique doit-il lutter sans cesse contre les images, contre les analogies, contre les métaphores. Donc, nous sommes plus ou moins à la moitié du XXe siècle et il y a encore cette hypothèque
épistémologiques qui pèsent sur la métaphore dans les sciences. Il faut éviter la métaphore, on ne peut pas créer des termes par métaphore, on ne peut pas expliquer la science par la métaphore. Catherine Reich, 2012, Metaphor has always been treated with both veneration and suspicion, and this is particularly true in the realm of science. Donc vous voyez que quand j'ai commencé à m'occuper de métaphores dans les langages techniques et scientifiques, j'ai vu tout de suite que la littérature était profondément partagée et que jusque dans les années 50 du XXe siècle, on avait de la métaphore une image qui était surtout liée à l'ornement textuel, donc essentiellement littéraire. Vous en avez aussi, j'imagine, parlé à plusieurs reprises pendant votre cours. On cantonnait la métaphore à l'expression littéraire et la métaphore dans les sciences n'avait pas droit de citer. Pour retrouver la métaphore, il faut attendre plus ou moins la moitié du XXe siècle et surtout ce que l'on appelle en linguistique le tournant cognitif. Vous en avez parlé pendant votre cours, c'est-à-dire le moment où il y a en linguistique un tournant et qu'on commence à s'occuper de la métaphore non pas comme une façon de décrire un phénomène, non pas comme un phénomène ornemental dans le texte, mais comme une façon de penser, comme une façon de conceptualiser. Et ça, on le doit, ce moment, ce tournant cognitif, on le doit surtout, vous l'avez à l'écran, à l'ouvrage fondateur de Lakoff et Johnson, 1980, Metaphors We Live By. Alors, ce n'est pas le premier, en fait, cet ouvrage, à parler de la métaphore comme d'un ressort de la pensée. Il y a d'autres philosophes du langage qui ont annoncé à partir des années 30 plus ou moins cette idée que la métaphore n'est pas une figure rhétorique, mais c'est un instrument cognitif. Mais c'est à Lakoff et Johnson que l'on doit l'idée que nous parlons constamment et nous conceptualisons le monde par la métaphore. L'exemple que Lakoff et Johnson font dans leur ouvrage et qui est très célèbre est l'exemple de la discussion comme une guerre. Quand on parle avec quelqu'un, qu'il y a une discussion, on a l'habitude à parler comme si la discussion était une petite guerre. Il a démoli mes arguments, par exemple. Je l'ai attaqué, mais lui, il m'a répondu. Alors, cette idée de conceptualiser la discussion comme une petite guerre est une métaphore cognitive, une métaphore conceptuelle, que l'on applique normalement sans en avoir conscience, mais qui oriente notre perception de la discussion. Et si on pense que l'on pourrait, par exemple, parler de la discussion comme si c'était une danse, ça changerait complètement notre vision de la discussion. Parce que nous, on a la tendance à discuter comme si on était un peu en guerre. On a la tendance à défendre nos idées, à attaquer les idées des autres, ou à éviter qu'on nous attaque, à défendre notre face, comme le dit Goffman, et notre territoire. Mais en fait, cette conceptualisation passe par une figure qui est la métaphore. Métaphore conceptuelle qui est constituée par l'interaction entre un domaine source, la guerre, et un domaine cible, la discussion. Alors, je n'ai pas le temps aujourd'hui de développer l'idée de la guerre comme méga-métaphore, mais je vous invite à réfléchir à toutes les choses qu'on conceptualise par une métaphore guerrière. Et vous allez voir que, malheureusement, nous, on conceptualise la plupart de nos expériences de vie comme si c'était des guerres, des petites ou des grandes guerres. Et cela, évidemment, a des retombées sur notre comportement. Donc, pour retrouver la métaphore dans les sciences, il faut attendre plus ou moins la fin du XXe siècle. Mais à un certain moment, il y a un renouveau d'études. Alors ici, vous avez quelques références. Si ensuite vous êtes intéressé, je peux vous envoyer une bibliographie plus complète. Mais on voit que d'un côté, en linguistique, on commence à reprendre cette idée de la métaphore comme instrument de la pensée, comme instrument cognitif. En épistémologie aussi, les épistémologues commencent à s'occuper de la métaphore comme ressort de création scientifique, de création de théories scientifiques. Nous allons voir par exemple les théories de Kuhn et aussi de Boyd tout à l'heure. Donc on assiste à un renouveau des études sur la métaphore en tant que système, en tant que ressort de création théorique dans les sciences. Et finalement, c'est un domaine qui m'intéresse tout spécialement, les terminologues aussi commencent à s'intéresser à la métaphore dans la formation des termes scientifiques et techniques. Parce que la plupart des termes scientifiques et techniques, en réalité, dérivent de la langue commune par un processus métaphorique.
Donc voilà, ici vous avez deux citations. La première est une citation qui renvoie plutôt au tournant cognitif dans le domaine de la linguistique. Metaphor is not only an ornamental aspect of language, but a fundamental scheme by which people conceptualize the world. Donc on procède par métaphore. Johnson dit à un certain moment, we are all metaphorical animals. On est tous des animaux métaphoriques. C'est-à-dire que nous, on produit quotidiennement des métaphores, on parle par métaphore. Mais les épistémologues aussi, vous avez dans la deuxième citation, affirment que toute science se fonde sur une opération de métaphorisation, où les glissements de sens, les analogies et l'ambiguïté des concepts de base fournissent les hypothèses et guident l'observation. Ça, c'est un constat fondamental, c'est-à-dire que la science, elle procède par métaphore, par analogie, bien souvent, et aussi la formation des termes techniques et scientifiques procède par métaphore. Donc, quand on s'approche à une discipline technique ou scientifique, on a vraiment l'impression d'être devant un foisonnement de termes métaphoriques. Mais cette métaphore, jusqu'à présent, on a parlé de métaphore au singulier. Mais en fait, les métaphores dans les langages techniques et scientifiques ne sont pas toutes de la même façon, ne sont pas toutes de la même typologie. Vous avez assisté, il me semble, il y a quelques jours au séminaire de Michele Prandi, qui vous a présenté la métaphore comme le fruit d'une grandeur algébrique. Et je vais très brièvement reprendre cette distinction pour vous dire qu'en fait, dans les sciences et dans les techniques, il y a différentes typologies. Et pour vous le montrer, je vais revenir sur ce schéma ensuite, je vais vous présenter juste quelques exemples. Alors ici, je vous ai déjà donné la solution. Je pouvais vous demander, au début, j'avais pensé vous demander si vous reconnaissez ce signal des chemins de fer. Mais en fait, c'est un terme technique. Ça, on l'appelle un signal nain dans le domaine des chemins de fer. En Italie, ça, c'est une marmotte. Pour le langage des chemins de fer en Italie, c'est une marmotte. Il y a des marmottes, il y a des macaques, il y a plein d'animaux. Et pourquoi un signal nain ? Eh bien, parce que vous voyez que ce signal présente des éléments d'analogie qui pourraient vous faire penser à un nain. Je dis qui pourrait, parce qu'en fait, en italien, on a pensé à une marmotte. Donc, on a pensé à un autre référent. Mais c'est un signal petit, avec ses grands yeux. Donc, on a une analogie entre la forme du signal et la forme de son référent. Ça, c'est un premier type de métaphore. C'est une métaphore qui repose sur une analogie formelle. C'est une métaphore intéressante. Ce n'est pas la plus intéressante, à mon avis. Ce n'est pas la plus créative. C'est une métaphore qui ressort de notre expérience. Les langages techniques sont pleins de ce genre de métaphores. Je vous en montre un autre exemple. Voilà. Les formats des pâtes. Vous aimez les pâtes ? Bien. C'est déjà un bon point de départ. Alors, le langage des pâtes en italien est complètement formé par des métaphores. Si vous pensez au nom des formats des pâtes, on a en italien des orecchiette, on a des spaghetti, on a des ruote, on a des penne, donc on a des stylos, on a des roues. Enfin, il y a tout un langage qui est un langage complètement métaphorique. On a même des paternoster, c'est-à-dire de notre Père, et des Ave Mariae. Je vous salue Marie. C'est vrai, Baril a fait ça. Je ne veux pas faire de la pub pour Baril. Alors, le format de ces pâtes suit le même. Je vous explique aussi les paternoster et les Ave Maria. Oui, bien sûr. Les paternoster, c'est un peu plus grand. C'est des pâtes qui demandent un peu plus de temps pour cuire, le temps d'un Notre Père, ou bien qui sont grands comme les grands grains du chapelet. Les grains les plus grands, les Notre Père. Et puis ensuite, il y a les Ave Maria, Je vous salue Marie, qui sont les grains les plus petits du chapelet, ou bien qui demandent le temps d'une Je vous salue Marie pour cuire. Voilà. Donc, on a même des paternoster et des Ave Maria. Alors, ces formats des pâtes, comme notre signal nain, reposent sur une analogie formelle. On voit un objet, on établit une analogie et on trouve un nom plus accessible. Bon, c'est la première typologie de métaphore que l'on retrouve dans les sciences et techniques, surtout dans les langages techniques. C'est moins créatif, c'est une analogie qui s'arrête à l'élément formel et qui n'oriente pas notre perception de l'objet ou qui l'oriente en moindre mesure, qui se base justement sur le fait que des objets se rassemblent, sur une ressemblance. Deuxième typologie, vous reconnaissez peut-être cette image.
c'est la banque, c'est la bourse de Francfort. Et devant la bourse de Francfort, il y a ces deux statues, il y a un ours, il y a un taureau. Vous connaissez peut-être ces deux termes qui sont utilisés dans le langage de la finance. Et alors là, cette métaphore est un petit peu différente par rapport à la métaphore précédente. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est un deuxième type. C'est un type un peu plus pervasif et qui a un impact plus important sur notre perception de la réalité. C'est une métaphore structurelle. Dans le langage de la finance, il y a plein d'animaux. Il y a des ours, il y a des taureaux, il y a des cygnes noirs, dont on parlait tout à l'heure avec mes collègues, il y a des abeilles assassines, il y a des canards boiteux. Enfin, il y a plein d'animaux. Ces deux animaux en particulier ont été choisis pour faire référence au marché haussier et au marché baissier. L'ours qui attaque du haut vers le bas serait le marché baissier. Le taureau qui attaque du bas vers le haut serait le marché haussier. On peut parler de marché taureau et de marché ours, ou on peut parler aussi de ces deux animaux en anglais. Parce que, je n'ai pas le temps de développer l'aspect de la traduction, mais les métaphores scientifiques et techniques, bien souvent, arrivent d'autres langues. Et ces deux métaphores arrivent de l'anglais. Le langage de la finance en anglais est plein d'animaux, et cela est intéressant, parce que, mis à part les deux exemples que je vous ai montrés, cela génère l'idée que la finance est une sorte de jungle dans laquelle il y a des animaux et qu'il y a des interactions entre ces animaux. Et cela peut vouloir dire aussi que si la finance est une jungle, l'animal le plus fort l'emporte sur l'animal le plus faible. Alors vous voyez la différence entre ce genre de métaphore, qui est une métaphore qui structure un domaine, et la métaphore précédente, qui est la simple dénomination d'un seul objet. Parce que dans ce cas, c'est la finance qui est reprise et, en quelque sorte, analysée, et que notre perception de la finance est orientée d'une certaine façon. Si on veut rester dans le domaine de la finance, qui est un domaine extrêmement imagé, on peut prendre ce terme, c'est l'action éclair. Je ne sais pas s'il y a des investisseurs dans la salle, vous intéressés au domaine de la finance, mais en général, cette action éclair, ça dérive également de l'anglais. En anglais, c'est hit and run. C'est une action du baseball, en fait. Et c'est une action qui est très risquée dans le jeu, à l'origine, et qui devient une action très risquée dans le domaine de la finance. Le domaine de la finance est également perçu et bien souvent conceptualisé en termes de jeux. Il y a beaucoup de termes qui appartiennent au langage des jeux, par exemple les blue chips, ou dans ce cas le hit and run. Il y a même un autre Je vous salue Marie qui s'appelle Hail Mary et qui est encore une fois une action mais dans le football américain et qui marque une action risquée et très rapide. Alors, cette notion est encore intéressante. Pourquoi? Parce que si on conceptualise beaucoup de termes de la finance comme s'il s'agissait de jeux, on aura la tendance à penser que la finance est un jeu, que tout le monde peut jouer et qu'il s'agit de quelque chose d'extrêmement accessible. Or, en fait, nous savons très bien que le langage de la finance, que la finance n'est pas vraiment accessible, qu'il faut être des experts, des professionnels. Et que si on a la tendance à la conceptualiser comme quelque chose de très facile, de très simple, il y a des effets qui ne sont pas toujours des effets positifs pour les investisseurs. C'est pour cela peut-être que tous les termes, ou presque tous les termes métaphoriques anglais qui appartiennent au langage de la finance ont été francisés par les commissions ministérielles de terminologie par des termes qui ne sont pas métaphoriques, mais qui sont des termes descriptifs, pour que les investisseurs puissent prendre conscience des risques éventuels qu'il y a quand on commence à s'approcher du monde de la finance. Alors, ces deux métaphores que je vous ai montrées, donc les jeux d'un côté et les animaux de l'autre côté, sont des métaphores un petit peu différentes, on l'a vu, des pattes et de notre signal nain. On ne se limite pas à un seul mot, mais on projette un regard, on oriente la connaissance sur un certain domaine. On va voir que cet effet s'appelle effet de cadrage.
et que cet effet de cadrage a une influence importante sur notre connaissance des domaines techniques et scientifiques. Troisième type, c'est un type un petit peu différent encore. Ça, c'est un exemple que j'aime beaucoup et c'est un exemple que j'ai tiré de la physique-chimie. Alors, je ne vais pas vous demander de deviner à partir de l'image, donc vous devez me faire confiance. C'est la représentation d'une réaction de l'hélium 3. Moi, je ne suis pas chimiste. Je ne suis pas spécialiste de finance. En fait, je suis touche à tout et bonne à rien, comme on dit en français. Mais le phénomène, c'est un phénomène transversal. Donc ici, ce qui m'intéresse, c'est la formation de ce concept et comment on a créé le concept et pourquoi on a créé ce concept. Ce type de métaphore est encore complètement différente des métaphores que vous avez vues auparavant. Alors, le premier type, le signal nain pour dénommer un objet. Le deuxième type, les animaux ou les jeux pour conceptualiser un domaine. Ce troisième type est un type de métaphore qui est une métaphore conflictuelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas créer le terme sur la base d'une analogie qui est plus ou moins manifeste, mais on va créer une analogie. On va générer un nouveau concept sur la base d'une analogie qui n'est pas visible, qui n'est pas évidente. Mieux encore, on pourrait dire que dans ce cas, on va convoquer le domaine source et le domaine cible dans une situation de conflit. C'est ça que dirait notre collègue Michele Prandi. Dans une situation de conflit, c'est-à-dire on va prendre deux univers de pensée qui sont complètement distants, on va les faire interagir et de cette interaction, on va faire ressortir la métaphore. Dans le cas de Boojum, Boojum est un terme technique qu'on utilise comme un point dans toutes les langues. C'est toujours le même terme. C'est un terme que nous devons à un chimiste physicien qui s'appelle David Mermin, qui a créé ce terme dans les années 80. Il avait fait cette découverte, il avait découvert cette réaction de l'hélium 3 et cherché un nom. Alors déjà, ça c'est important, parce que dans le domaine technique et scientifique, la création scientifique est plus ou moins parallèle à la création poétique. C'est-à-dire les métaphores que vous voyez dans ces derniers exemples sont des métaphores qui sont des métaphores que l'on pourrait apparenter à des métaphores poétiques, à des métaphores littéraires. Il y a vraiment une création sur la base d'une interaction entre domaines distants. Donc il cherche un nom pour sa découverte, et vous la voyez à l'écran. Et à un certain moment, il pense à une réminiscence scolaire. Et il se souvient d'un poème qu'il a lu, c'était un poème de Lewis Carroll, qui s'appelait The Hunting of the Snark, et qui parlait d'un animal complètement imaginaire. Un animal imaginaire qui s'appelait le snark. Et à l'intérieur de ce poème, il y avait un autre animal qui s'appelait Boojum, et qui disparaissait très rapidement, softly and suddenly. Et là, à un certain moment, il s'est dit, c'est exactement ça. D'accord. On lui fait confiance. Donc il se dit, ok, d'accord, je vais choisir cette dénomination. Il a écrit un article très intéressant. Je peux vous donner les références à la fin. Et c'est intéressant aussi de voir comment les scientifiques parlent des métaphores. Comment les scientifiques se rendent compte que l'invention par métaphore est quelque chose d'important, qui va en quelque sorte mettre un sceau de légitimité sur leur découverte et qui va générer une dénomination nouvelle. Donc il se dit, tiens, je vais l'appeler comme ça, un Boojum. Il écrit son article, il l'envoie à Nature, il me semble, et les éditeurs de Nature lui renvoient l'article, lui disent, écoutez, cette dénomination est quand même un petit peu difficile parce que c'est dans votre tête. Il faudrait peut-être choisir un autre nom plus accessible, par exemple Fountain ou Flower. Alors, fleur, déjà, ça pourrait être un peu plus analogique par rapport à l'image que vous avez sous les yeux. Et lui, il répond, non, j'ai choisi, ça s'appelle Boojum, et ça va s'appeler Boojum. Et ça s'appelle Boojum dans toutes les langues, je vous assure. Mais c'est une métaphore qui est une métaphore incompréhensible si on ne connaît pas l'histoire de la personne qui l'a créée. Donc, vous voyez la différence aussi en termes de plus ou moins évidente cohérence. Ici, entre nain et ce signal, vous avez la possibilité de choisir, mais vous imaginez l'analogie. Ici, si je vous explique, ça vous éclaire. En revanche, pour Boojum, c'est tout à fait incohérent, apparemment incohérent. Ce qui est fascinant dans les métaphores scientifiques, et ce qu'on va voir, c'est que cette incohérence va être progressivement validée, c'est-à-dire reconduite à une certaine cohérence à l'intérieur du domaine. Donc, à la fin, vous avez des termes qui sont utilisés, qui sont des termes à part entière,
qui ont parfois perdu leur caractère métaphorique, comme vous l'avez vu cet après-midi dans la leçon qui m'a précédée, mais qui gardent leur origine métaphorique, hein, qui peut être réactivée à tout moment. Autre métaphore créative, autre exemple intéressant, je ne vous demande pas de deviner, encore une fois, je vous le dis tout de suite, c'est la théorie des cordes. On est toujours dans les sciences dures, on est toujours dans la physique. La théorie des cordes est une théorie à laquelle a participé aussi un chercheur italien qui s'appelle Gabriele Veneziano, qui a contribué à formuler cette théorie à la fin des années 60. Cette théorie, encore une fois, se base sur une analogie qu'il faut reconstruire, que je vous aide à reconstruire. Les particules de l'univers vibrent comme des cordes des instruments de musique, comme les cordes d'un violon, par exemple. Donc, disons que là, vous avez peut-être un exemple, un peu comme pour le Boojum, d'une conceptualisation qui passe à travers la métaphore et qui sert à donner une forme, donner un nom à quelque chose qui serait autrement très difficilement conceptualisable. Ça serait presque impossible de conceptualiser l'infiniment grand ou l'infiniment petit sans la métaphore. Entre parenthèses, je vous signale une petite histoire qui est liée à cette théorie des cordes. Hein. La théorie, elle naît comme The String Theory, parce qu'en anglais, les cordes des instruments de musique, ça s'appelle des strings. En français, cela a été correctement traduit par cordes. Donc vous avez la théorie des cordes. Vous pouvez remonter, en quelque sorte, à l'analogie qui a généré la théorie. En italien, on n'a pas eu la même chance, parce qu'on a traduit ce string par calque. On l'appelle désormais la théorie des stringhe, alors que les strings, pour nous, c'est les lacets des chaussures. Donc voilà, une petite erreur de traduction qui a généré... Bon, finalement, désormais, c'est la théorie des strings et on la connaît très bien comme ça, mais on a perdu complètement l'ancrage à la métaphore qui avait généré la théorie. Donc, pour revenir à notre schéma et aussi à la leçon que vous avez pu écouter avec mon collègue Michele Prandi il y a quelques jours, nous avons la même interaction entre un domaine source et un domaine cible. La dynamique est toujours la même. La métaphore, c'est toujours ça. Hein. C'est prendre deux concepts, deux domaines de la pensée, et les obliger, en quelque sorte, à un mariage forcé, à une interaction, excusez-moi pour la métaphore, à une interaction de laquelle vous avez différentes typologies de résultats. Des métaphores créatives ou créatrices, comme dans le cas du Boojum et dans le cas de notre théorie des cordes, mais aussi dans le cas de la sélection naturelle, dont vous avez parlé, je crois, avec Michele la dernière fois. Donc des métaphores où vous avez l'union de deux univers de pensée complètement distants. Ensuite, vous avez des concepts métaphoriques qui sont plutôt cohérents, c'est-à-dire que l'on peut reconduire à cohérence, par exemple, la question des jeux ou des animaux dans le domaine de la finance, et qui génèrent ce que Michele Prandi a appelé des essaims métaphoriques, c'est-à-dire beaucoup de termes qui renvoient à la même métaphore conceptuelle. C'est un peu le travail que vous avez fait cet après-midi avant ce séminaire, c'est-à-dire reconduire les concepts métaphoriques à une même métaphore conceptuelle. Et ensuite, vous avez des métaphores dénominatives, qui sont des métaphores purement dénominatives et qui restent isolées. Je vais vous montrer ensuite quelques exemples dans le domaine du droit. On va voir si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Ah, j'oubliais, dernière métaphore créative que je vous montre, c'est la crêpe stellaire. Je suis toujours dans le domaine de l'astrophysique. 1982, Jean-Pierre Luminet, directeur de l'Observatoire de Paris-Médone, découvre une réaction particulière des étoiles qui passent très près de l'univers des événements, de l'horizon des événements d'un trou noir. Alors ici, vous avez le trou noir. Le trou noir a une limite qui s'appelle horizon des événements, tout est métaphorique dans le langage de l'astrophysique, et il y a des rayons de marée qui risquent d'engloutir l'étoile. Hein. L'étoile, vous la voyez, voilà, l'étoile passe près de l'horizon des événements du trou noir et elle prend l'aspect d'une petite crêpe. Ça, on l'appelle la crêpe stellaire. Ça s'appelle exactement comme ça. En fait, la première attestation du terme, ce n'est pas en français, même si l'auteur est français, c'est évidemment en anglais. Et il a appelé au début Stellar Pancake. C'est ensuite qu'il a... Ça va très bien avec la crêpe stellaire. On avait traduit en italien l'ouvrage de Luminet. Et nous, on n'a pas traduit le terme parce que nos étudiantes et nos étudiants avaient proposé une traduction qui était par ailleurs
une traduction acceptable qui était la piadina stellare. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme en italien, mais nous, on s'est dit, ben non, la piadina stellare, ce n'est pas scientifique. Alors, on va laisser la crêpe stellaire, mais la crêpe stellaire n'est pas plus scientifique que la piadina. Sauf que dans ce cas, ce qui est intéressant, c'est que, comme il s'agit d'une création scientifique qui a un créateur bien précis, hein, notamment, on a tendance à éviter la transposition, on a tendance à éviter de chercher d'autres métaphores comparables dans d'autres langues, on a la tendance plutôt à traduire par calque, normalement. C'est ce que, disons, c'est le cas de trou noir, hein, qui est black hole, qui est devenu trou noir, buco nero, et ainsi de suite dans toutes les langues. Donc voilà, ce dernier exemple rentre dans l'hypothèse de la création. Alors, je ne vais pas m'arrêter sur ce schéma, mais je vais laisser ma présentation ensuite, si ça vous intéresse, à votre disposition. Ces trois types de métaphores techniques et scientifiques diffèrent sur la base de plusieurs critères, en fait. Par exemple, les métaphores isolées, elles émergent normalement d'un discours qui est un discours collectif. Elles convoquent des univers de pensée qui sont plutôt liés par une analogie assez évidente, assez manifeste, alors que les métaphores créatives ont la tendance à convoquer des niveaux de créativité plus élevés. Il y a toujours un créateur de la métaphore. On peut toujours tracer l'histoire d'une métaphore créative dans les sciences, alors qu'on ne peut pas tracer, bien souvent, l'histoire d'une métaphore qui est désormais lexicalisée dans le langage technique. Donc, ça, pour un chercheur, ça fait une différence. C'est-à-dire que pour le Bogium, nous avons l'accès aux documents qui nous expliquent comment on a créé la métaphore, pourquoi on l'a créée et ce qu'on voulait dire par la métaphore, alors que pour notre signal nain, on a tout simplement la possibilité d'imaginer comment ça s'est passé dans le langage technique. Je vais encore établir une petite distinction entre deux fonctions de la métaphore dans les discours experts. La différence qui existe entre la métaphore pédagogique et la métaphore qui est constitutive de théorie, c'est une définition que l'on fait remonter aux études de Boyd en 1979, qui nous dit que, en fait, la métaphore, elle peut jouer deux rôles essentiellement dans un texte technique. Le premier, c'est un rôle explicatif. On peut vous expliquer par des métaphores comment ça marche, par exemple, la traduction des protéines au niveau de l'ADN. Ça, c'est une première fonction. Cette fonction est complètement différente de la fonction constitutive de la métaphore, c'est-à-dire là où la métaphore est vraiment le seul moyen d'exprimer un concept technique. Quand on parle de traduction des protéines, il faut parler de traduction des protéines. Il n'y a pas d'autre moyen d'exprimer cette fonction, sauf le terme métaphorique. Cette distinction, à mon avis, est fondamentale. Moi, je travaille plutôt sur les métaphores qui sont constitutives de théorie. Pourquoi ? Parce qu'il y a une dynamique discursive complètement différente. La métaphore explicative est une métaphore complètement libre. Tout auteur peut choisir sa métaphore explicative pour vous raconter comment ça fonctionne la traduction des protéines. Mais la métaphore linguistique appliquée à la biologie est la seule que l'on peut utiliser pour parler de la traduction des protéines. Donc c'est la fonction constitutive qui nous permet aussi de voir quels sont les enjeux quand on crée une métaphore dans les sciences. Parce que créer une métaphore, ça veut dire créer un modèle. Alors cette image, vous l'avez peut-être déjà vue, donc je passe assez rapidement, mais à chaque fois qu'on crée une métaphore, c'est aussi pour modéliser un concept. Ici, vous avez les trois représentations de l'atome qui se sont succédées au cours de l'histoire. La première, vous l'avez en haut à gauche, c'est le modèle que l'on appelle the plum pudding model, le modèle des gâteaux au raisin. En italien, c'est même pire, c'est le modèle del panettone. Mais on a tendance à localiser les métaphores. C'est le premier modèle, nous sommes à la fin du 19e siècle, et ici, vous voyez bien, il y a quelque chose qui manque, c'est le noyau. Il n'y a pas de noyau, en fait. Donc au début, on n'avait pas encore découvert la structure noyau-électron, et donc on pensait à l'atome comme un espace où les électrons pouvaient se trouver à l'état libre, un peu comme les raisins dans un gâteau raisin. Nous arrivons au début du XXe siècle et on découvre l'existence du noyau. Et alors, on change de modèle et on change de métaphore. C'est-à-dire qu'on passe de la métaphore de notre gâteau raisin à la métaphore du système solaire. C'est la métaphore que vous avez connue à l'école.
Nous, on a tous et toutes étudié à l'école que l'atome était formé sur un modèle de système solaire. Le noyau au centre et les électrons autour, hein, dans leurs orbites. Hein. Alors, ce modèle est un modèle qui a résisté pendant longtemps, sauf qu'à un certain moment, on s'est rendu compte que les électrons n'ont pas un trajet régulier. Ce n'est pas comme les orbites des planètes. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et justement, on parle des orbitaux des électrons, et non pas des orbites. Hein. Et alors, on change encore de modèle, et on passe au troisième modèle que vous avez à droite. C'est le modèle que l'on appelle le modèle du nuage d'électrons. On le doit à Schrödinger. Nous sommes plus ou moins dans les années 30 du XXe siècle. Et donc, vous voyez qu'à chaque fois qu'il faut modéliser la découverte, on va adopter une définition qui est une définition métaphorique. Il y a un gâteau, ensuite il y a le système solaire, et finalement il y a un nuage d'électrons. Pourquoi ? Parce que la métaphore, elle est un instrument extrêmement puissant pour modéliser, parce que ça nous fait penser. Les images que vous avez à l'écran sont des choses infiniment petites. Je ne pourrai jamais vous montrer des atomes. Je peux vous montrer des représentations des atomes. Ces représentations dépendent de la métaphore qui les a générées. Et ça, c'est un point qui est fondamental pour les personnes qui, comme moi, étudient les métaphores dans les sciences et dans les techniques. Pourquoi ? Parce que cela oriente notre connaissance et elle peut aussi orienter notre idée, notre vision d'un certain phénomène. Donc ça a des rapports aussi avec l'idéologie. On va le voir tout à l'heure. Alors, ce pouvoir modélisateur de la métaphore, je vous en donne quelques exemples encore. Le premier exemple, c'est le passage du code ADN à l'ADN poubelle à la théorie du gène égoïste. Nous sommes toujours dans le domaine de la génétique. Le premier exemple, c'est un exemple que l'on doit à un chercheur français, c'est François Jacob, 1965, le prix Nobel pour la médecine et la physiologie, qui adopte la métaphore du code, et plus en particulier, il va adopter plusieurs métaphores qui sont tirées de la linguistique, en fait, à l'époque. Ce qui est intéressant parce que cela marque que la linguistique, à l'époque, était une discipline prestigieuse, qui pouvait aussi fournir des modèles pour d'autres disciplines. Et il va adopter la métaphore du code pour décrire la séquence ou la structure de l'ADN. Alors, cette métaphore se réalise dans tout un essaim métaphorique, un ensemble de termes qui sont liés à cette idée du code, hein, la traduction des protéines, l'ARN messager, par exemple, hein, les récepteurs du message, etc. etc. Et ça permet d'orienter notre conception, encore une fois, de quelque chose qui serait très difficilement conceptualisable, hein, selon cette idée, cette métaphore du code. Première possibilité. Quelques années après François Jacob, un chercheur qui s'appelle Suzumu Ono découvre qu'il y a une partie de l'ADN qui ne participe pas à la formation des protéines. Et il doit choisir un nom pour cette découverte. Donc il se pose des questions, il essaie de trouver une bonne dénomination, un peu comme David Mermin auparavant, et il choisit d'appeler ce segment de l'ADN ADN poubelle. En anglais, ça s'appelle junk DNA. En français, c'est ADN poubelle. Alors, sur cette dénomination, il y a toute une discussion, parce que lui n'est pas sûr, en fait, de choisir ce terme. Il se dit, peut-être que junk, ce n'est pas le bon terme. Et en effet, ce n'est pas un bon terme, parce que junk, en fait, en anglais, ce n'est pas tout à fait la même chose que poubelle en français. Junk, c'est quelque chose qu'on élimine, dont on n'a plus besoin, mais qu'on ne va pas jeter, par exemple. Alors que poubelle, ça veut dire quelque chose n'est plus nécessaire et qu'on va jeter, justement, à la poubelle. Cette idée d'ADN poubelle, cette dénomination qui n'est pas tout à fait efficace, en fait, a généré un effet important. C'est-à-dire que pendant un certain moment, pendant 30 ans plus ou moins, on a ralenti, voire arrêté les recherches sur ce segment de l'ADN. Justement parce que c'était une partie de l'ADN qui était inutile, que l'on pouvait très bien jeter à la poubelle. C'est par le projet Génome dans les années 2000 qu'on s'est rendu compte que ce segment de l'ADN
ne participe pas à la création des protéines, mais qui, évidemment, mais il est là pour des raisons, il a d'autres fonctions, et on a recommencé à faire des recherches sur cette typologie de segments d'ADN que l'on appelle désormais l'ADN non codant. On a changé la dénomination, justement parce qu'on s'était rendu compte que cette dénomination était une dénomination qui avait un impact non seulement sur la réception, mais aussi sur la recherche. Donc vous voyez à quel point la métaphore, elle peut orienter notre perception, et elle peut aussi orienter la perception des chercheurs. Je termine par donc le pouvoir modélisateur de la métaphore, ça s'exprime aussi et très bien dans cette théorie de Richard Dawkins, 1976, c'est la théorie du gène égoïste. Alors, encore une fois, lui, il avait parlé de selfish gene, donc il avait tout simplement choisi un adjectif qui lui semblait approprié. Et je ferme une parenthèse sur une remarque que vous avez pu écouter pendant la leçon qui m'a précédée. Il est très important de travailler sur les termes métaphoriques qui ne sont pas des substantifs, parce que parfois, c'est plutôt les adjectifs et les verbes qui nous révèlent la structure cachée qui sous-tend les discours experts. Donc dans ce cas, le gène égoïste est un adjectif que l'on applique à des êtres humains et qui renvoie à une certaine volonté. Si quelqu'un est égoïste, c'est qu'il fait des choix, ou elle fait des choix. Alors, si on définit le gène comme égoïste, c'est que l'on prête au gène une volonté que les gènes, la science jusqu'à présent a prouvé, n'ont pas. Donc voilà, aussi le terme de gène égoïste va générer tout un ensemble d'inférences par rapport à l'objet d'étude qui ne sont pas des inférences correctes. Mais ces exemples, l'un après l'autre, nous prouvent que la métaphore a le pouvoir de modéliser de façon extrêmement puissante les concepts. C'est-à-dire qu'elle représente un peu comme une sorte de paire de lunettes à travers lesquelles on voit les objets. On est obligé de voir les objets par les lunettes de ces métaphores. Et justement, on discute sur ces métaphores parce qu'on se rend compte que derrière ces métaphores, il y a parfois des postures, il y a des positionnements qui sont parfois des positionnements aussi idéologiques. Alors, juste une petite parenthèse sur ce terme de junk qui nous a en quelque sorte hantés au cours des dernières années. Vous avez probablement déjà entendu parler de junk food et aussi de junk bond, les obligations pourries en français. Vous avez peut-être aussi entendu parler de junk space et on a un anthropologue en 2010, Bardini, qui a théorisé que nous sommes désormais dans une société des déchets, ce qu'il appelle junkware. Donc on serait, disons en quelque sorte, obligé de penser un peu à notre monde comme un monde qui est dominé par cette métaphore des déchets. Alors, on peut, plus récemment, je dirais que la méga-métaphore que nous utilisons couramment est la méga-métaphore de l'écosystème. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de développer, mais c'est sans aucun doute, c'est la métaphore qu'on utilise beaucoup couramment. Ce qui est intéressant, c'est que ce junk est passé d'un domaine à l'autre. Et au début, en 1972, dans le domaine de la biologie, c'était justement pour désigner un segment de l'ADN qui n'avait pas de fonction, donc l'on pouvait jeter. Mais au moment où cela passe dans le domaine du junk food, de l'alimentation, donc toujours pendant la même année, ce terme junk change un peu et acquiert une nuance sémantique un petit peu différente parce que le junk food, c'est une nourriture que l'on peut jeter à la poubelle, c'est pas très bon, mais aussi qui vous fait mal. Donc vous voyez que ce terme de junk a changé au cours de son parcours, et c'est justement sur la base du fait qu'il a été forcé dans l'interaction métaphorique que la pression de food s'est exercée aussi sur ce terme de junk. Donc à partir de là, junk, ce n'est pas simplement quelque chose qui n'a pas de valeur, mais c'est aussi quelque chose qui nous fait mal. Et ça, on le retrouve dans le junk bond, parce que les obligations pourries sont des obligations qui n'ont pas de valeur, mais ce sont des obligations qui vous font mal si vous les achetez en tant qu'investisseur. Donc vous voyez que ce terme de junk est un terme que j'ai défini comme une métaphore nomade, c'est-à-dire une métaphore qui passe d'un domaine à l'autre. Il y a plein de métaphores qui passent d'un domaine à l'autre. La métaphore de l'écosystème en est une. On parle désormais d'écosystème muséal, d'écosystème industriel, etc., etc. Alors, tout cela nous permet maintenant de mettre, disons, en évidence le fait que
la métaphore peut produire des effets de cadrage. Par ce terme de cadrage que je reprends de l'anglais, et plus en particulier de Entman en 1993, on sous-entend le fait qu'à chaque fois qu'on utilise une métaphore, on va forcer en quelque sorte l'interprétation. On va orienter l'interprétation, on va aussi la provoquer. On va aussi imposer une certaine vision de l'objet. Vous en avez un exemple très clair dans les deux termes que vous avez à l'écran, qui ont été commentés par François Gaudin dans son essai sur la socioterminologie il y a quelques années. Il y a une différence entre, il y a une différence si on parle de banque du sang ou si on parle de don de sang. Si on parle de banque du sang, on sous-entend une sorte de marchandisation du corps, marchandisation du sang dans ce cas, et on va traiter les sangs comme si c'était de l'argent, avec tout ce qui va avec cette idée de marchandisation. Si on parle de don de sang ou de don de sang, eh bien, la focalisation est complètement différente. C'est cette idée qui est à la base de ce terme de framing, de cadrage. À chaque fois qu'on utilise une métaphore, on va projeter un certain cadrage. On va orienter la vision de l'objet selon un certain cadrage. Catherine Detry, en 2001, nous dit que qui impose sa métaphore impose sa vision du monde. Parce qu'elle véhicule un point de vue sur le monde, tout en gommant le jeu qui la sous-tend. Elle se présente sous une forme assétorique qui fait d'elle un instrument idéologique. Ça se voit très bien dans les langages scientifiques, ça se voit très bien aussi dans les processus de médiatisation des concepts scientifiques. Je vous montre juste un exemple que vous allez reconnaître parce que vous étiez là et que vous l'avez vécu. Vous avez reconnu Emmanuel Macron. Ça, c'est le discours du 16 mars 2020, au cours duquel il va annoncer le premier confinement pour le Covid-19. Et au cours de ce discours, il prononce à plusieurs reprises la phrase, l'énoncé « Nous sommes en guerre ». Nous sommes en guerre, certes, nous ne sommes pas en guerre avec les armées, etc., mais l'ennemi est là, invisible, qui progresse. Vous vous en souvenez probablement mieux que moi, parce que moi j'écoutais Comté à l'époque, et donc voilà. Mais la métaphore de la guerre est utilisée par Macron pour orienter la vision de la pandémie. Il y a eu toute une polémique en France sur laquelle je ne vais pas revenir, sur le fait que la métaphore de la guerre a été utilisée justement pour, en quelque sorte, provoquer la disponibilité des gens à accepter des décisions que l'on prend normalement en temps d'urgence, en temps de guerre, telles que, par exemple, l'élimination des libertés personnelles pendant un certain moment. Alors, cette métaphore de la guerre, en fait, est une métaphore que l'on applique bien souvent dans le domaine scientifique à la maladie. On parle des défenses immunitaires, par exemple. Nous avons tous et toutes des défenses immunitaires. Nous sommes attaqués par un virus et on se prépare par nos défenses, etc. etc. On a des cellules qui sont envahies par des virus, par exemple. Donc, cette métaphore de la guerre, elle sous-tend notre conceptualisation de la maladie, aussi dans le domaine scientifique. Et vous voyez à quel point la métaphore, elle peut orienter notre vision de la maladie, aussi bien dans le discours ordinaire que dans le discours scientifique. C'est en vertu de ce fait qu'en réalité, nous sommes obligés à voir la maladie comme si c'était une guerre. Et si on tombe malade, on est en quelque sorte obligé de lutter contre la maladie, de gagner, par exemple, contre le cancer. Alors, sur ce point, je vous signale, ce n'est pas l'objet de la conférence d'aujourd'hui, mais sur cette idée de cadrage, et plus en particulier du cadrage de la métaphore guerrière pour la maladie, Susan Sontag, à la fin des années 70, 1978, a écrit un ouvrage très intéressant. Elle en a écrit plusieurs, en fait, La maladie comme métaphore, où elle s'occupe justement des effets que cette métaphore guerrière peut avoir sur les patients, et surtout sur les patients qui sont atteints d'un cancer, par exemple. Alors, à présent, on travaille beaucoup sur des actions de recadrage, on l'appelle en anglais reframing, c'est-à-dire pour trouver d'autres métaphores pour parler de la maladie. Parce qu'on s'est rendu compte que les malades, bien souvent, ils se sentent obligés de gagner leur bataille contre la maladie, alors que cela n'est pas dans la volonté des patients.
Ça ne dépend pas de la volonté d'un patient de gagner la bataille contre un cancer. Et donc, on a commencé à effectuer des opérations de recadrage. Il y a une chercheuse italienne qui s'appelle Elena Semino, qui ne travaille pas en Italie, mais je vous conseille, si ça vous intéresse, de lire ses ouvrages, ses articles. Elena Semino a travaillé sur la possibilité de créer des métaphores alternatives. Par exemple, de voir le cancer comme un voyage, ou d'une autre façon, pour retrouver d'autres moyens pour exprimer la maladie. Donc, vous voyez, le pouvoir de la métaphore est un pouvoir énorme, parce qu'elle nous contraint à visualiser les expériences d'une certaine façon. Alors, la seule, disons, différence entre la métaphore ordinaire et la métaphore scientifique, mais qui n'est pas une différence des moindres ou des moins importantes, c'est le fait que dans les sciences et dans les techniques, la métaphore, elle doit être validée par la communauté. Il faut être d'accord sur une métaphore. Même si on se rend compte que cette métaphore peut-être n'est pas la meilleure, il faut qu'il y ait un consensus. Il faut qu'il y ait une validation. Ce processus de validation est fondamental. Il y a des métaphores qui ont échoué, qui ont été proposées, mais qui n'ont pas eu un grand succès auprès du public des scientifiques et qui ont été abandonnées par la suite. Il y a des métaphores, en revanche, qui ont été formulées et qui ont été l'objet de polémiques. Vous avez parlé peut-être avec Michele Prandi de la sélection naturelle de Darwin. Très rapidement, Darwin il formule son concept de sélection naturelle. Il n'est pas sûr tout à fait que ce soit le bon concept parce qu'il se dit à un certain moment, il y a quand même une notion de finalisme qui est un peu intégrée à cette idée de la sélection naturelle, comme si la nature était un fermier clairvoyant qui sélectionne son bétail, etc., etc. Ce n'est pas tout à fait ce que je veux dire, mais je suis sûre que les scientifiques ils vont comprendre. Alors en fait, ce qui s'est passé après, ça prouve que parfois on est un peu optimiste par rapport à ces métaphores et qu'il y a eu un grand débat justement sur la notion de finalisme qui était attribuée à la théorie darwinienne. Donc il faut que ces métaphores soient validées. Et pour valider ces métaphores, il faut que ces métaphores soient disponibles dans la langue et dans la culture qui les produit. Beaucoup de métaphores ne sont pas traduites de l'anglais ou sont traduites de l'anglais sur la base de la disponibilité des termes. Je vous cite un exemple qui est tiré de la langue de la finance. Vous avez probablement acheté des produits ou des services avec un tarif Early Bird. Ça vous est arrivé ? D'accord. Ce tarif Early Bird, en fait, n'est pas traduisible en français parce que ça dérive d'une expression anglaise, « The early bird catches the worm ». Voilà, le premier qui arrive, the early bird catches the worm. Catches the worm. Le premier oiseau qui arrive prend le ver, finalement, qui est intraduisible en français. Et donc, on a d'autres termes qui sont possibles ou on utilise le terme en anglais. Donc, la disponibilité, dans ce cas-là, est une disponibilité qui n'est pas assurée. Le deuxième critère qui nous permet de former une métaphore et que cette métaphore soit comprise et soit acceptée par le public, est le critère de l'opportunité. Est-ce qu'il est opportun d'utiliser une certaine métaphore ? Alors, par exemple, dans le cas de la finance, les termes qui sont liés au jeu ont été systématiquement éliminés lorsqu'on a transposé cette terminologie en français. Vous savez qu'en France et dans les pays francophones, on a des commissions ministérielles de terminologie, un dispositif d'enrichissement de la langue française qui produit des termes en français à la place des termes en anglais. Alors, presque tous les termes de la finance qui ont un lien avec la métaphore du jeu ont été éliminés, ont été remplacés par des termes qui sont des termes descriptifs. Alors là, c'est un critère d'opportunité. C'est-à-dire, on se dit, à un certain moment, on ne va pas véhiculer, on choisit, si on veut véhiculer, l'idée que la finance est un jeu, qu'on peut jouer, que c'est simple, que tout le monde peut jouer, et on décide en revanche de transposer ces termes par des termes qui sont plus compréhensibles pour un investisseur potentiel. Et donc, on peut dire que l'efficacité d'une métaphore dépend de l'existence de conventions sociales partagées
et en particulier de l'autorité conférée par ces conventions à ceux qui en font usage. Ça nous dérive d'Evelyn Fox-Keller, qui a étudié les termes de la biologie, et les termes de la biologie dans une perspective de genre aussi, ce qui peut être intéressant. Et elle nous dit qu'il y a un processus qui est dû aussi à l'autorité de la personne qui propose une métaphore. Les métaphores scientifiques, les métaphores créatives que vous avez vues auparavant, sont des métaphores qui ont été proposées par des chercheurs qui avaient la légitimité pour proposer l'autorité épistémique, pour proposer une métaphore, même une métaphore complètement incohérente. Un exemple que je fais bien souvent, c'est l'exemple de la spaghettification, qui est un phénomène qui se réalise là aussi près de l'horizon des événements d'un trou noir. Excusez-moi, cet après-midi, il y a des trous noirs un peu partout. Quand il y a une étoile qui passe près de l'horizon des événements d'un trou noir, il y a un processus d'étirement. Ce processus d'étirement a été défini par Richard Dawkins, spaghettification. Alors, cette spaghettification est un terme intéressant et ça prouve que c'est quelque chose qui se base entièrement sur l'autorité épistémique de la personne qui a produit la métaphore. Moi, quand je cite cet exemple, je pense toujours, si moi j'avais formulé le concept de spaghettification, eh bien, probablement, voilà, on aurait dit, il faut éviter, trouver un autre terme. Mais comme c'était, c'était une autorité dans le domaine, on peut même produire des métaphores très, très particulières. Donc, il y a un processus de validation qui repose sur une notion qui est une notion intéressante, qui est la notion de confiance épistémique. C'est-à-dire que nous, on a l'habitude à attribuer une certaine confiance épistémique à certains chercheurs et on accepte des expressions qui sont aussi des expressions incohérentes ou conflictuelles ou des métaphores qui ne sont pas tout à fait décodables au premier abord. OK. Alors, je procède assez rapidement. Donc, nous avons vu plusieurs concepts. J'essaie de reprendre un peu. D'abord, le fait que la métaphore n'est pas seulement un ornement textuel. Elle n'est pas non plus un instrument au service uniquement de la pensée cohérente, parce qu'on peut très bien former des métaphores conflictuelles, comme nous l'avons vu auparavant. Elle nous sert à créer de nouvelles visions du monde. Elle peut nous servir aussi à influencer des comportements. Alors cela est d'autant plus évident, à mon avis, dans les discours experts. C'est-à-dire que sur la base des métaphores qu'on formule pour un certain domaine, on produit du savoir différemment et on oriente la connaissance différemment. Un cas d'étude que je vous propose et qui peut être intéressant, c'est la présence de métaphores organicistes pour parler de l'État. Alors ici, je fais référence à un ouvrage de Schlanger de 1995, Les métaphores de l'organisme. Si ça peut vous intéresser, c'est un ouvrage extrêmement intéressant où vous avez rassemblé tout un ensemble de métaphores de l'organisme pour parler des disciplines les plus diverses. Dans ce cas, c'est la philosophie politique. Alors, c'est une métaphore qui est une métaphore de longue date. Je ne veux pas vous rappeler l'apologue des membres de l'estomac, etc., mais vous connaissez très bien. C'est une métaphore qui vient de loin et qui implique, en fait, qui me semble représenter très bien tous les facteurs dont on a parlé jusqu'à présent. C'est-à-dire le fait que la métaphore n'est pas un ornement textuel, qu'elle peut générer une vision du monde et qu'elle peut aussi orienter la vision. Elle peut aussi avoir un impact sur la perception que nous avons. Dans ce cas, par exemple, la vision organiciste de l'État, que l'on retrouve dans plusieurs auteurs au cours des siècles, implique une vision biologique et anthropologique de l'État. Ça veut dire aussi, par exemple, que l'on prévoit un cycle de vie pour l'État, ou un cycle de vie pour les différentes formes de l'État, et que l'on peut rassembler, on peut en quelque sorte comparer, je dirais, c'est pas le terme, on peut mettre en interaction, disons, l'idée de l'État et l'idée de la personne, le corps humain. La métaphore du corps pour la description de l'État est une métaphore qui revient constamment au cours de la philosophie politique. On retrouve aussi une autre métaphore organiciste qui est la métaphore de l'arbre, qui sert aussi, on va voir, pour orienter là aussi
la vision de l'État comme un ensemble de parties qui ils ont un rapport d'interdépendance les unes avec les autres, ou dans un rapport hiérarchique des parties, les unes par rapport aux autres. Cette métaphore organiciste s'oppose constamment à une autre métaphore qui est la métaphore mécaniciste. Le choix de la métaphore organiciste ou mécaniciste peut imposer une certaine vision de l'État, une certaine vision de la société. Il est évident que si la société est un corps, un organisme, il y a une fonction d'autorégulation de l'organisme. Alors, en revanche, si l'État est une machine, il y a toujours quelqu'un qui doit conduire la machine. Et cela peut orienter notre vision de l'État. Cette métaphore, la vision organiciste ou mécaniciste, peut changer l'orientation de l'idéologie qui sous-tend un certain domaine et une certaine littérature scientifique dans le domaine. Une collègue qui s'appelle Catherine Reich a appliqué cette distinction entre la métaphore organiciste et la métaphore mécaniciste à l'économie. Je vous invite à lire ses travaux, c'est très intéressant. La différence entre une économie qui a des mécanismes d'autorégulation ou une économie qui doit être régulée par l'extérieur. Donc voilà, la métaphore organiciste, la métaphore mécaniciste nous montre, dans le domaine de la philosophie politique, nous montre justement toutes les caractéristiques dont on a parlé tout à l'heure. Donc les domaines auxquels on applique cette théorie peuvent varier, mais il y a des invariants, il y a des constantes. Je dois en tout cas vous prévenir, il faut faire attention parce que la même métaphore peut être utilisée aussi de façon différente et pour véhiculer des théories politiques complètement différentes, justement parce que la métaphore est un outil flexible et qu'il y a toujours une marge d'interprétation quelque part. On peut utiliser la même métaphore pour véhiculer des conceptions de l'État qui sont complètement différentes. Vous voyez les deux citations que vous avez à l'écran. Donc, une métaphore apparemment conventionnelle, c'est-à-dire qu'on utilise désormais la métaphore du corps de l'État, etc., à laquelle on est habitué. Mais en fait, elle peut véhiculer deux visions opposées. La première, la vision hiérarchique des parties du corps. Dans le corps humain, c'est la combinaison des organes qui forment la Constitution. La tête dicte les lois et les autres membres les exécutent. Il faut que la tête, qui représente les pouvoirs législatifs et judiciaires, soit lente et calme dans ses décrets et que le bras, représentant le pouvoir exécutif, ait la promptitude de la force. Première citation, là c'est toujours une citation en fait de Schlanger, des métaphores de l'organisme. Deuxième citation, vision synergique des parties du corps. Il fallait qu'il y eût des emplois et des personnes plus considérables, comme il faut qu'il y ait des yeux dans le corps. Leur éclat ne fait pas mépriser les pieds, ni les autres parties les plus basses. Donc, vous voyez deux conceptions différentes de l'État, mais exprimées par la même métaphore. Donc il faut toujours faire attention quand on manie des métaphores, quand on analyse des métaphores, mais surtout quand on crée des métaphores, parce que la métaphore est aussi l'objet d'un processus de décodage. Et ce n'est pas tout à fait évident que ça soit toujours le même décodage. Ok, alors j'en viens à ma dernière partie qui concerne le cycle de vie de la métaphore scientifique. Alors vous étudiez les métaphores dans les textes que vous analysez au cours des leçons auxquelles j'ai pu assister aussi en vidéo. Vous étudiez les métaphores en perspective diachronique en fait. Pourquoi étudier des métaphores en perspective historique? Pourquoi s'occuper des métaphores qui sont désormais des métaphores complètement lexicalisées, complètement conventionnelles, auxquelles on pourrait aussi ne pas faire attention? Pourquoi ce travail que vous avez fait cet après-midi aussi? Parce qu'en fait, il y a un cycle de vie de la métaphore scientifique, un cycle de vie qui a été formalisé par plusieurs auteurs. Ici, je vous en présente juste deux. Le premier cas, c'est le cas d'Isabel Oliveira, qui travaille par ailleurs ici à Sorbonne Nouvelle, et qui a formalisé en 2009 un cycle de vie pour la métaphore terminologique, la métaphore scientifique et technique, à partir de la métaphore qui est une création individuelle spontanée, ensuite métaphore qui peut entrer dans l'usage, ensuite encore qui commence à être acceptée par des spécialistes, et puis ensuite qui est en quelque sorte conventionnalisée par l'usage général. Alors je ne suis pas, disons, j'éviterai les deux étiquettes de métaphores vives et métaphores mortes, qui sont par ailleurs des métaphores elles aussi. Je parlerai plutôt de métaphores créatives et métaphores conventionnelles, c'est-à-dire qu'il peut y avoir
un processus de conventionnalisation de la métaphore. La métaphore, elle naît comme un instrument créatif, et puis elle devient une métaphore validée par la communauté scientifique, elle devient une métaphore conventionnelle. Conventionnelle à tel point qu'on ne se rend plus compte de son origine métaphorique, mais on la comprend comme un terme à tous les effets. Le deuxième modèle, c'est un modèle plus récent, enfin non, plus ou moins les mêmes années. C'est un modèle que l'on doit à Baudelgentner et que l'on appelle la carrière de la métaphore, en fait, et qui nous dit qu'au début, la métaphore est née comme métaphore vive, créative, comme une sorte de comparaison, et que puis, petit à petit, cette métaphore devient de plus en plus conventionnelle, jusqu'à arriver à ce qu'ils appellent eux aussi la métaphore morte, de deux typologies différentes, mais donc pour arriver à un phénomène que l'on pourrait appeler un phénomène de catacrèse. Alors, ce que je trouve intéressant dans ces deux modèles, que je n'ai pas le temps de discuter ici, mais qui sont intéressants parce que l'idée est plus ou moins la même dans les deux cas. Ce n'est pas, le modèle de Baudelgentner n'est pas un modèle qui est appliqué aux termes techniques et scientifiques, alors que le modèle d'Oliveira, en revanche, se base sur les modèles techniques et scientifiques. Mais ce que je trouve intéressant, c'est le fait qu'une métaphore créative peut devenir une métaphore conventionnelle, peut générer une métaphore conventionnelle et peut aussi générer des terminologies. Ce n'est pas évident et ce n'est pas obligatoire. Notre Bohm, qu'on a vu tout à l'heure, n'a jamais généré des scènes métaphoriques. Mais il y a des métaphores qui naissent comme des métaphores créatives et qui ensuite génèrent, qui deviennent des métaphores conventionnelles qui sont adoptées dans la communauté scientifique. C'est notre code de l'ADN qui a généré tout un ensemble de termes et qui deviennent ensuite des termes à part entière. Cela, je trouve, pour vous, est particulièrement intéressant parce que vous travaillez sur la diachronie, vous travaillez sur l'histoire, vous travaillez sur l'histoire du droit, vous travaillez sur l'histoire des mots qui ont forgé le droit. Et donc, je vous ai apporté quelques exemples. Le premier exemple est un exemple que j'ai tiré d'un article de Chiara Fedriani, 2022. Vous avez les références à la fin. Je vous laisse enfin les références si ça vous intéresse. C'est un exemple intéressant parce que ça nous montre qu'il y a un concept créatif qui naît dans un langage de spécialité et qui ensuite devient un concept conventionnel et qui entre aussi dans la langue commune. C'est le concept que la colère est un fluide très chaud dans un conteneur. Alors, c'est un concept spécialisé qui passe ensuite dans la langue courante. Notre collègue est allé le chercher dans la littérature latine. Elle a trouvé uniquement deux attestations de ce terme, puis le terme disparaît, et puis le terme revient dans la langue commune. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux attestations qu'elle a trouvées, chez Lucrèce et chez Sénèque, en fait, nous démontrent que la colère comme ébullition du sang est au début une notion technique. C'est une notion technique qui remonte à la philosophie épicurienne et plus en particulier à la psychologie matérialiste qui participe de la philosophie épicurienne. Et donc vous avez à l'écran la citation de Sénèque qui nous montre que la colère au début est un concept technique en latin qui dérive aussi de la théorie des humeurs. Donc on parle d'un fluide, d'un liquide en ébullition, et c'est un concept qui appartient à la psychologie. Donc un concept spécialisé, créatif. C'est une création dans un domaine scientifique dans ce cas. Qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est que ce concept, qui est au début un concept créatif conflictuel, passe ensuite dans la langue courante et devient de plus en plus conventionnel. À tel point que, désormais, aujourd'hui, on a, en français comme en italien, comme dans d'autres langues, beaucoup de termes métaphoriques qui sont liés à la rage et à la colère et qui sont liés à cette idée d'ébullition. On dit par exemple bouillir de colère. On peut bouillir de colère. Mais si on peut bouillir aujourd'hui de colère, c'est justement parce qu'au début, on a une métaphore créative dans un domaine scientifique et que cette métaphore, petit à petit, passe dans la communication courante. Et je trouve cet exemple suit un peu l'idée que vous avez traitée dans les leçons qui m'ont précédé, c'est-à-dire l'idée que l'on peut revenir à la source métaphorique des termes, qui sont désormais des termes lexicalisés, auxquels on fait plus attention, mais si on commence à faire attention à leur origine métaphorique, on peut reconstruire le réseau métaphorique qui les a générés et les idées qui étaient à la base des textes.
3 exemples encore, donc pour formaliser, pour terminer, je crois, cette conférence. 3 cas d'études dans le langage du droit pour réfléchir encore un moment sur ce continuum entre la créativité et la convention. Alors ici, j'ai fait un passage dans un domaine qui n'est pas le mien, un peu comme le mouton noir Irure Alieno cet après-midi. Donc vous allez m'excuser si peut-être il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait précis. Alors je commence par une citation de Timsit en 2000, justement pour, encore une fois, pour revenir sur le fait que la métaphore dans la langue de spécialité, nous l'avons vu, elle n'est pas un mouton noir, hein, c'est quelque chose qui fait partie vraiment des terminologies de spécialité, aussi de la manière de conceptualiser les sciences et techniques. Et cela est vrai aussi dans le langage du droit, même si au début on a quelques résistances, parce qu'on se dit que le langage du droit est quand même un langage précis, il faut que ça soit un langage extrêmement technique, et qui suppose a priori l'absence de toute ambiguïté. Donc comment concilier la métaphore avec ce langage du droit? Bien souvent, on s'arrête aussi, dans les études sur le langage du droit, on se rend compte qu'on s'arrête aussi à la dimension rhétorique de la métaphore, comme outil rhétorique de la persuasion, etc. Moi, je voudrais en revanche vous montrer que même, vous l'avez vu, vous l'avez bien vu, même avant moi, même dans ce cas, il y a pas mal de métaphores. Je commence par quelques métaphores qui sont désormais complètement lexicalisées, qui sont désormais des dénominations techniques. Vous avez parlé cet après-midi de manumission. Il y a pas mal de dénominations à base métaphorique qui ont accompli en quelque sorte un trajet et qui constituent des termes techniques à part entière. Je vous signale, en 2024, Sarah Ray a publié un essai qui me semble très intéressant qui s'appelle Manus, une autre histoire de Rome, dans laquelle elle analyse l'histoire, disons la présence de la main dans la langue du droit. Et les termes que vous avez à l'écran sont des termes que l'on peut en quelque sorte décortiquer, comme vous l'avez fait tout à l'heure, mais qui désormais font partie de notre langage juridique, qui ont perdu, comme nous l'a dit Gérard Cornu, dans l'usage juridique leur valeur métaphorique. Leur usage officiel par les législateurs, les juges de l'administration est devenu tout naturel. Il s'agit de termes qui sont désormais lexicalisés, c'est-à-dire qu'ils ont accompli un parcours de conventionnalisation, mais au début ces termes faisaient partie soit de métaphores créatives, soit de métaphores, de concepts métaphoriques cohérents, c'est-à-dire d'essaims métaphoriques. On peut, comme vous l'avez fait tout à l'heure, remonter aux essaims métaphoriques qui sont désormais cachés derrière ces termes, qui sont des termes qui sont apparemment des termes techniques, mais qui gardent encore leur origine métaphorique. La présence de main, dans le sens de pouvoir, dont des termes comme manumissio, mancipatio, emancipatio, nous permet encore de revenir à la source du droit, de voir comment le droit a été perçu, conceptualisé et verbalisé. Et si l'on remonte un peu, on peut reconstituer des essaims métaphoriques. Ça, c'est un deuxième exemple. On peut reconstituer des essaims qui sont encore là, c'est-à-dire des concepts métaphoriques cohérents qui ont donné lieu à la présence de plusieurs termes qui renvoient à la même métaphore conceptuelle et qui nous permettent aussi, encore une fois, de relier ces termes les uns aux autres. C'est le cas de la métaphore botanique dans les droits romains. Je vous signale cet ouvrage de Marie Bretin-Chabrol, L'arbre et la lignée. Dans cet ouvrage, Bretin-Chabrol a étudié la présence des termes qui sont dérivés de la métaphore botanique dans les droits romains. Alors, vous en avez quelques exemples au tableau. Elle a fait toute une étude de cette métaphore organiciste. Elle s'est rendue compte que dans le droit romain, il y a une présence importante et une filiation importante qui dérive de la métaphore botanique, comme si la société était perçue comme un organisme qu'on peut cultiver. Évidemment, toute période historique a ses métaphores de référence. Le droit romain se base sur des métaphores qui sont des métaphores agronomiques, des métaphores botaniques. On va voir que le droit actuel, contemporain, a choisi d'autres métaphores. On va le voir tout à l'heure.
Donc, si on prend cette métaphore botanique, quelques exemples, par exemple le terme de stirps, qui est un terme important, parce que ça rend compte de la continuité entre les générations de la plante, et ça permet aussi de prendre en considération toute la plante. Ce n'est pas comme arbor, mais c'est un terme plus ample, donc est normalement préféré par rapport à arbre. Le stirps ne s'éteint pas, alors que l'arbre peut être éliminé, en quelque sorte, peut être coupé. Et donc c'est le terme que l'on retrouve le plus souvent, et c'est un terme fondateur. C'est un terme fondateur d'une certaine idéologie sociale. Le terme de arbor, on le retrouve, si j'ai bien parcouru l'ouvrage, plus rarement. Et quand Cicéron, en tant qu'homo novus, veut se légitimer par rapport aux autres magistratures, il évoque ses origines par une métaphore botanique qui n'est pas la métaphore de la stirps, mais qui est la métaphore de l'arbre. Il utilise le terme radix, racine. Alors, cette opposition, pour vous dire que les spécialistes de droit romain étaient bien conscients qu'il y avait plusieurs termes et que chaque terme avait un poids et entraînait tout un ensemble des valeurs. L'adoption est bien souvent conceptualisée en termes de greffe. La filiation légitime est bien souvent conceptualisée comme un processus de reproduction par marcottage ou bouturage, c'est l'origine du terme propago, par exemple. Et le mariage est vu comme le rapport entre la vigne et son support, l'arbre d'orme, si je ne me trompe pas, par le terme maritus. Alors, tous ces termes que l'on utilise couramment et qui étaient probablement utilisés couramment même dans le droit romain à l'époque, renvoient tous à une même métaphore botanique. C'est encore une fois une métaphore organiciste. Ça veut dire que la société est un organisme avec tout ce qui va avec toutes les conséquences que nous avons déjà vues dans le cas d'autres concepts. Donc voilà, si on remonte, on peut reconstituer des essaims métaphoriques. Donc nous avons vu des analogies isolées, nous avons vu des essaims métaphoriques, mais on a aussi des métaphores créatives et créatrices. Alors je suis plutôt dans le contemporain ici. Je cite une personne que vous connaissez probablement et qui a tenu ses cours ici au Collège de France, Mireille Delma-Marty. Pourquoi ? Parce que j'ai eu la possibilité de lire un article de Guillou en 2023 qui parle de méthode métaphorique de Mireille Delma-Marty. Alors pourquoi la méthode métaphorique ? Parce qu'à un certain moment, on a dû changer de paradigme. Lors de la formation des organismes internationaux, on a dû trouver de nouvelles métaphores. On va voir que les métaphores ont changé. On va voir que ces métaphores, bien souvent, sont des métaphores créatives et créatrices. Mireille Delma-Marty, au cours de sa carrière, elle a proposé beaucoup de métaphores alternatives à un modèle qui est un modèle normalement traditionnel dans la conceptualisation des sources du droit, qui est le modèle de la pyramide, on va voir. Donc jusqu'à un certain moment dans l'histoire, le droit a été formalisé selon un modèle qui était un modèle pyramidal. Et puis à un certain moment, à partir des années 2000, on s'est posé la question de savoir si ce modèle pyramidal était encore un modèle valable. Et on a proposé d'autres métaphores possibles et on a argumenté sur ces métaphores. Alors Mireille Delma-Marty a proposé la métaphore des nuages, qu'on va voir tout à l'heure. Elle a proposé aussi en 2019 la métaphore du réchauffement normatif sur la base du réchauffement climatique. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de ce réchauffement normatif, mais c'est une métaphore créative très intéressante pour deux raisons à mon avis. La première, c'est qu'on se base sur un modèle, sur une connaissance qui est déjà bien évidente, bien attestée, le réchauffement climatique, pour l'appliquer au droit et parler aussi de gaz à effet de serre dans le domaine du droit et filer la métaphore et produire une interprétation particulière des effets de ce réchauffement normatif. Ça, c'est une métaphore apparemment incohérente. C'est une métaphore créative, comme nous l'avons vu. Donc, vous voyez que même dans le domaine du droit, vous avez des métaphores isolées, désormais lexicalisées, vous avez des essaims. Et je n'ai pas trouvé des métaphores isolées, créatives dans le domaine du droit romain, mais j'ai essayé de compenser par ça. Donc, dans ce cas, la métaphore est au service de l'évolution d'un paradigme, comme nous le dit Kuhn dans son essai sur les révolutions scientifiques. À chaque fois qu'on change une vision du monde, on change un paradigme et on change de métaphore. Donc, avant, vous avez cette vision pyramidale et on passe à la métaphore du réseau. Alors, je ne vais pas m'arrêter sur une autre métaphore créative
Je n'ai pas le temps, mais c'est la rhapsodie. Si ça vous intéresse, on a beaucoup d'articles qui traitent de la rhapsodie musicale comme une métaphore pour exprimer le rapport entre le droit fédéral et le droit provincial au Québec. D'accord, ok. Je vais vous donner les références. Peut-être j'ai inséré aussi des références, mais c'est très intéressant parce qu'on se base sur l'idée d'harmonie. Bien souvent, la musique aussi, hein, elle est citée. Voilà. Delma Marty aussi parle d'harmonie musicale par rapport à la politique criminelle. Donc, vous voyez, la musique, bien souvent, c'est un domaine qui revient. Je m'arrête en revanche un moment pour terminer sur cette idée de la pyramide et du réseau. Hein. Alors, cette idée de la pyramide, c'est un modèle que l'on doit à Kelsen, 1934. C'est un modèle fondateur des études en droit et des sources du droit, qui voit justement une pyramide, des sources du droit assez rigides. Voilà, c'est un modèle pyramidal assez rigide. Alors, au moment où on commence à mettre en discussion ce modèle, l'une des métaphores qui sont proposées est une métaphore qui change complètement le paradigme. Donc, on passe de la pyramide, on passe d'un droit qui serait, disons, basé sur une vision stricte, hiérarchique des sources du droit, à un modèle de diffusion du droit. Hein, différents auteurs, différentes possibilités d'interaction. C'est le modèle du réseau. Hein, je vais revenir sur cet aspect par la suite. Voilà. Il y a deux métaphores concurrentes. La première, c'est la métaphore des nuages, d'Elma Marty en 2019. Opposer les nuages ordonnés à la pyramide des normes m'a permis de montrer non seulement les interactions horizontales des systèmes de droit structurés de plus en plus souvent en réseau, mais encore leur instabilité. Alors, pourquoi ai-je choisi la métaphore des nuages? Parce qu'elle est à la recherche d'une métaphore pour véhiculer la nouvelle vision du droit dans le domaine du droit international. Donc un droit qui n'est plus formé sur une pyramide au niveau national, mais qui est un droit qui est composé de plusieurs instances. Et ces instances, en quelque sorte, sont combinées dans un réseau qui est un réseau instable, un peu comme un réseau de nuages, un peu comme un ensemble de nuages. Donc première possibilité. La deuxième possibilité de reformulation de la pyramide a été offerte par Horst et van der Kerkhove en 2020. Si j'ai bien vu, elle a eu un grand succès, c'est-à-dire qu'elle a été beaucoup discutée. Hein, donc vous avez beaucoup d'articles qui discutent à propos de cette métaphore du réseau. Et dans cette situation, vous voyez bien qu'on est dans une période de crise caractéristique de la transition d'un paradigme à l'autre, puisque de la crise du modèle pyramidal émerge progressivement un paradigme concurrent, celui du réseau. Alors, deux métaphores pour remplacer une autre métaphore. On voit très bien que nous sommes dans le domaine de la création, dans ce cas, et dans le domaine aussi du changement de paradigme. Ça, c'est un autre point fondamental à mon avis, c'est-à-dire que même le droit, qui est une discipline apparemment stable, en fait, n'est jamais stable, parce qu'il y a toujours de nouveaux concepts qui ont besoin de nouvelles dénominations, qui ont besoin de nouvelles métaphores pour être exprimés. Zagrebelski, 1997, parle à ce propos de mutation génétique. Ça, c'est une autre jolie métaphore pour exprimer le fait que le droit est en train de changer de peau, finalement. Et voilà, c'est des cas qui se demandent justement comment concilier l'idée de la hiérarchie des normes avec ce réseau qui ne soit pas synonyme de chaos, hein, qui soit affranchi de l'insignifiance. Cette argumentation, on la voit bien, c'est quelque chose qui passionne les juristes. Ici, je vous ai reproduit deux citations, mais en fait, j'ai trouvé vraiment un grand nombre d'articles. C'est un changement de paradigme qui a été vraiment beaucoup discuté, avec beaucoup de passion dans l'ensemble de la communauté juridique, parce que le changement de la métaphore entraîne aussi un changement de valeur à la base. Vous l'avez très bien écrit dans la première citation. En ce qui concerne les valeurs associées respectivement au paradigme de la pyramide et à celui du réseau, on notera que si la hiérarchie classique poursuivait des valeurs de cohérence, sécurité, stabilité et obéissance, les réseaux, en revanche, cultivent la valeur de créativité, de souplesse, de pluralisme et d'apprentissage permanent. Argumenter sur la métaphore, ça veut dire aussi argumenter sur les valeurs que la métaphore comporte, sur l'idéologie que la métaphore comporte. Et ici, je crois qu'on voit bien l'émergence d'une nouvelle métaphore, c'est un nouveau paradigme, une nouvelle métaphore, qui pourrait très bien ensuite évoluer et, par exemple, générer un essaim métaphorique, et puis finalement générer des termes. Et dans 2 ou 3 siècles, on utiliserait couramment des termes qui sont formés sur la base du fait que le droit est un réseau, mais on n'aurait plus la conscience de cette métaphore.
C'est juste pour vous donner un aperçu de ce que ça pourrait donner. On ne sera plus là pour le voir, mais on ne sait jamais. Alors, j'en arrive à mes conclusions. Je crois que j'ai débordé un peu, je m'en excuse. Alors, pour conclure ou pour ne pas conclure, alors d'abord, le fait que les métaphores dans le discours expert me semblent révéler toute leur fonction heuristique, c'est-à-dire la possibilité de formaliser des connaissances, de trouver des connaissances, hein, et aussi de rendre perceptibles ces connaissances en public. Ces métaphores ne font pas partie, tous et toutes, pardon, ne font pas toutes partie de la même typologie. Vous avez une même interaction conceptuelle, mais vous avez de multiples issues, comme vous l'avez vu avec Michele Prandi il y a quelques jours. Il y a un cycle de vie pour la métaphore scientifique. Il y a peut-être aussi, ça c'est à vous de me le dire, de me le confirmer, il y a aussi un cycle de vie pour la métaphore juridique, pourquoi pas. Et la métaphore dans la langue du droit me semble ne peut pas être cantonnée à la rhétorique, aux enjeux de la persuasion. Elle représente aussi un moyen pour structurer le domaine. Elle peut aussi, comme on l'a vu, être un moyen pour fonder de nouvelles théories. Et il faut surtout, à mon avis, avoir toujours une approche diachronique, être, disons, toujours à l'écoute de l'histoire pour comprendre comment on pense l'actualité. Je vous remercie beaucoup. C'est à nous de vous remercier chaleureusement, cher Michela Ross, parce que c'était vraiment très éclairant pour nous. On retient beaucoup de messages, notamment celui de la fonction heuristique de la métaphore, et celui du cycle de vie et de la perspective historique qui permet d'éclairer la formation et le destin, la destinée de la métaphore. Mais en revanche, vu disons, du côté des juristes, c'est vraiment un défi parce que pour nous, le langage technique nous oblige d'une certaine façon, et donc pour nous sortir des métaphores est très, très difficile, parce qu'on vit dans les métaphores. Et donc, je pense que le cours sur les métaphores, notamment l'apport des spécialistes, peut nous donner des moyens pour, pas nous libérer des métaphores, mais pour profiter de leur fonction heuristique sans en être, disons, contraint. Donc, merci beaucoup, et j'espère que ces regards croisés vont encore se croiser autour du langage juridique. Merci beaucoup.